Nous sommes le lundi 1er avril, bonsoir et bienvenue dans BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Échec cuisant pour le président turc Recep Tayyip Erdogan au municipal. Pour la première fois en 25 ans, l'opposition s'empare d'Ankara et d'Istanbul. Nous reviendrons sur la visite au Maroc du pape François, une visite marquée par des appels pour le droit des migrants et la tolérance religieuse. Et gros plan sur une septuagénaire immunisée à la douleur. Elle est porteure d'une mutation génétique et pourrait permettre de faire avancer la recherche. Avant de développer ces titres, une information qui vient de nous parvenir. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika va démissionner. C'est ce qu'a annoncé la présidence de la République dans un communiqué. Son départ interviendra avant le 28 avril, date de la fin de son mandat. Le chef de l'État prendra auparavant des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition, poursuit le communiqué, sans autres détails. Abdelaziz Bouteflika a nommé ce week-end un nouveau gouvernement composé essentiellement de technocrates. L'annonce n'a pas fait retomber la pression de la rue qui réclame toujours un changement de régime. L'actu internationale est dominée par ce revers cinglant en Turquie pour le président Recep Tayyip Erdogan. Son parti a essuyé un camouflet sans précédent avec la perte d'Ankara et d'Istanbul lors des élections municipales d'hier. Sous la menace d'un vote sanction lors de cette élection qu'il avait présentée comme vitale pour la survie de la nation, Erdogan a pesé de tout son poids dans la campagne, tenant plus de 100 meetings en moins de 2 mois. Lamine Noureddine Konkobo. Le président Erdogan le répétait pendant la campagne, c'est la survie du pays qui est en jeu à l'occasion de ces élections. Eh bien, la surenchère n'aura pas marché. L'issue du vote est un camouflet pour le chef de l'État. En effet, pour la première fois depuis un quart de siècle, l'opposition a repris le contrôle de la capitale Ankara. Mansour Yavaş, candidat de l'opposition. Aujourd'hui, c'est un grand jour, dit Mansour, jour de la conquête d'Ankara. Nous avons mérité cette victoire qui découle de l'expression légitime des suffrages des habitants d'Ankara. Les derniers résultats indiquent que le parti d'Erdogan a également été battu à Istanbul, la plus grande ville du pays. Un résultat spectaculaire dans un pays où 90% de l'espace médiatique est contrôlé par le gouvernement, un espace dans lequel Erdogan s'est évertué à brocarder ses opposants comme des terroristes. Aujourd'hui, l'enthousiasme habituel était absent du discours que le président a adressé à ses partisans. Je crois que la seule raison pour laquelle nous n'avons pas obtenu les résultats que nous voulions dans certaines villes, dit le président, c'est que nous n'avons pas pu nous faire comprendre à la nation comme nous le souhaitions. Les électeurs conservateurs, d'habitude acquis à la cause du président, l'ont sanctionné pour la récession qui frappe la Turquie. L'inflation s'établit à 20% et la monnaie nationale est en chute libre. En Turquie, la politique décentralisée est cruciale dans la vie de la nation. C'est au niveau local, en effet, que les partis tirent leur force et légitimité. Et pendant des années, Erdogan est apparu comme invincible face à une opposition divisée. Cette scission dans les rangs de l'opposition pourrait désormais relever du passé. Le pape François est rentré à Rome au terme de sa visite de 2 jours au Maroc. L'occasion de faire passer un message sur la tolérance religieuse, mais aussi la compassion vis-à-vis des migrants. Temps fort de cette visite papale, une grande messe à Rabat hier devant de nombreux fidèles d'Afrique subsaharienne. Olivier Weber. Une foule en liesse dans un centre sportif de Rabat. C'est ici que le pape François a célébré dimanche une grande messe devant 10 000 fidèles, point d'orgue de sa visite de 2 jours au Maroc. Le souverain pontife a plaidé pour la tolérance religieuse et la coexistence pacifique des croyants. Je souhaite vous encourager sur la voie du dialogue entre chrétiens et musulmans. Et de collaborer aussi pour que la fraternité devienne visible et universelle. Aussi fervente que festive, l'Assemblée réunissait une majorité de jeunes subsahariens, mais aussi des Européens ou encore des Libanais. Cette grande messe, c'est un grand plaisir pour moi parce que c'est pas donné à tout le monde de voir le pape dans un pays. Et
avons eu la grâce de recevoir le pape dans le royaume. C'est un événement très spécial car tout est mélangé, toutes les religions sont mélangées, donc il y a une belle ambiance. Et là aujourd'hui on est avec le pape François et je trouve ça très chaleureux de sa part de venir nous rendre visite au Maroc. La dernière visite du pape au Maroc remonte à 34 ans, avec la venue de Jean-Paul II. Plus tôt dans la journée, à la cathédrale de Rabat, le pape a mis en garde les chrétiens contre toute tentation de prosélytisme, passible de prison au Maroc. Samedi, le roi du Maroc a passé l'après-midi aux côtés du souverain pontife. Mohamed VI a insisté sur le fait qu'il protégeait les juifs marocains et les chrétiens d'autres pays qui vivent au Maroc. Le pape a également rendu visite à un centre d'aide aux migrants, l'occasion de revenir sur un thème qui lui est cher, la compassion pour les migrants. Le reste de l'actualité en bref et en images. Au Soudan, le président Omar el-Béchir a qualifié aujourd'hui de légitimes les demandes des manifestants qui se rassemblent depuis 3 mois. Mais dit-il, ces demandes sont exprimées illégalement. Devant le Parlement soudanais, Omar el-Béchir a demandé à l'opposition de participer à un dialogue national. Au Niger, l'actuel ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a été investi candidat à la présidentielle de 2021 pour le compte du parti au pouvoir, le PNDS. L'actuel chef de l'État, Mahamadou Issoufou, élu une première fois en 2011, puis réélu en 2016, ne peut plus briguer un nouveau mandat conformément à la Constitution. Décès du rappeur américain Nipsey Hussle. Il a été abattu à Los Angeles devant son propre magasin de vêtements. Nipsey Hussle avait 33 ans. Son dernier album avait été nominé aux Grammy Awards. De nombreux artistes, dont Drake, Rihanna ou encore Pharrell, ont fait part de leur vive émotion. En France, le président Emmanuel Macron a remanié le gouvernement. Parmi les principaux changements, la franco-sénégalaise Sibeth Ndiaye, qui était chargée de la presse présidentielle à l'Élysée, nommée secrétaire d'État porte-parole du gouvernement. Elle est connue pour son franc-parler, mais sa nomination à un poste clé ne passe pas auprès de l'opposition. Son portrait avec Pierre-Antoine Denis. Elle est le visage de ce remaniement ministériel. Sibeth Ndiaye, fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron, arrive au gouvernement. Née à Dakar, Ndiaye arrive en France en 1995 pour poursuivre sa scolarité. En 2013, elle rentre au ministère de l'économie aux relations presse. Mais c'est en 2014 qu'elle rencontre celui qui la propulsera au plus haut niveau, Emmanuel Macron. Après 2 ans à collaborer avec lui au ministère de l'économie et des finances, lorsqu'Emmanuel Macron démissionne du gouvernement en août 2016 pour se lancer à la présidentielle, Sibeth Ndiaye le suit et devient en septembre responsable presse et communication du tout nouveau mouvement En Marche. 8 mois plus tard, Emmanuel Macron est élu et différents documentaires sur la campagne du président français montrent le rôle déterminant de Ndiaye dans ce succès. Mais pour l'intéresser, c'est dans ses origines sénégalaises qu'elle tient toute sa force. C'est aussi au Sénégal, le pays de ma naissance, que j'ai puisé le courage de gravir cette marche, en toute humilité. C'est dans mon enfance que j'ai été chercher ces paroles, souvent prononcées par nos parents, pour nous aider, mes sœurs et moi, à briser les plafonds de verre. Là où tu es à ta place. Maintenant, je l'ose. La France m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le lui rendre. Je vous remercie. Désormais secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement, Ndiaye aura un rôle prépondérant à jouer et fera face aux nombreuses critiques, car son franc-parler lui a déjà joué des tours. Sibeth Ndiaye s'était fait connaître via une petite phrase « Je peux mentir pour protéger le président », qu'elle a nié sans toutefois publier de démenti. Elle est reprise aujourd'hui par l'opposition, l'extrême droite en tête de file, qui fustige sa nomination. La communication sera donc le grand chantier pour Ndiaye, avec une réponse forte attendue au mouvement des Gilets jaunes et à la suite du grand débat national. Une chose est sûre, pour l'instant, Ndiaye incarne à elle seule l'envie d'Emmanuel Macron d'offrir aux Français un gouvernement plus inclusif et plus jeune. Reste à savoir maintenant si elle parviendra à faire taire les critiques.
Maintenant, nous allons nous intéresser à une autre femme, Jo Cameron, une retraitée écossaise cette fois-ci. Jusque-là, rien de surprenant et pourtant, elle fait la une des médias qui la qualifie de super-maman, superwoman, tout simplement parce que la septuagénaire n'a jamais ressenti la douleur de toute sa vie. Elle est porteuse d'une mutation génétique rare. Son cas pourrait aider les chercheurs à mettre au point de nouveaux traitements antidouleurs, comme nous l'explique Claire Onemendi. Elle a eu les dents et le bras cassé, ainsi que de profondes blessures, sans jamais rien ressentir. Jo Cameron, conférencière à la retraite de 71 ans, n'a aucune sensibilité à la douleur. Lorsque je mets mon bras sur le feu, je me rends compte que ça brûle seulement quand je sens l'odeur de la chair brûlée. Normalement, quand vous vous coupez ou vous brûlez vous évitez de le refaire parce que votre cerveau vous dit de ne pas le faire. Et mon cerveau me dit rien du tout. Voici Joey, son mari et leurs 2 enfants. Un accouchement est souvent synonyme de douleur, pas pour Jo. Je me disais que je demanderais la péridurale dès que j'aurais mal. Avant de m'en rendre compte, j'ai eu les enfants. Je ne me suis pas dit que je ne ressentais pas la douleur. Au contraire, j'étais prête à tout accepter parce qu'on me disait que cela allait être horrible. Je sentais mon corps s'étirer, j'avais des sensations particulières, pas de douleur. Rien de plus que l'impression d'avoir la bouche grande ouverte. Ici, Joey, avec son mari et son médecin, se prête à un test de résistance aux piments extra forts. Un jeu d'enfant pour elle. Après analyse de ses gènes, les scientifiques ont découvert que son ADN présente 2 mutations. L'une d'elles inhibe la réaction à la douleur et stimule les récepteurs de l'humeur dans le cerveau. Cette découverte est source d'espoir pour de nombreux patients. Ce que nous avons découvert est en fait un nouveau mécanisme génétique qui semble être capable de réguler les seuils de douleur. Et ce que nous espérons faire à l'avenir est d'exploiter ces connaissances pour peut-être développer de nouveaux traitements. Je suis toujours heureuse et j'oublie des choses. Ces mutations génétiques rares stimulent également son esprit. Et elle ne s'est jamais sentie anxieuse, mais cela affecte aussi sa mémoire. Joey a toujours été distraite. Mais c'est son insensibilité à la douleur qui fascine le plus les scientifiques et pourrait à terme aider de nombreux patients. L'actualité sportive à présent avec Liverpool qui est de retour en tête de la première ligue anglaise après sa victoire 2-1 contre Tottenham hier à Anfield. Un but contre son camp de Toby Alderweireld a donné une victoire inestimable à Liverpool. Les Reds comptent 79 points, 2 d'avance sur Manchester City qui a cependant un match en moins. Tottenham est 3e avec 61 points. Mais cette 3e place ne durera peut-être pas longtemps pour Tottenham, puisque les Gunners affrontent Newcastle ce soir à l'Emirates Stadium. Une victoire leur permettrait de chipper la 3e place de Premier League aux Spurs. Je vous rappelle qu'Arsenal a remporté ses 9 derniers matchs à domicile et n'a pas perdu en championnat depuis début février. On continue avec du football car Paul Pogba est peut-être sur le départ. Cette folle rumeur émanant des journaux espagnols inquiète Manchester United et son coach Ole Gunnar Solskjaer qui a déclaré, je cite, « ne pas imaginer une équipe sans Pogba ». Mais au Real, Zinedine Zidane, de retour sur le banc merengue, a évoqué la rumeur en estimant que ce serait un transfert idéal pour le milieu de terrain français champion du monde. Et en tennis, Roger Federer s'est emparé du titre à Miami pour la 4e fois de sa carrière. Impressionnant, tout au long de la semaine, le Suisse a battu le champion en titre John Isner en 2-7, 6-1, 6-4. Une finale expéditive donc, qui offre à Federer son 101e trophée. Encore 8, et il pourra battre le record de Jimmy Connors qui en a gagné 109. Et enfin, on termine toujours en sport, mais avec un robot. Ce n'est pas encore Michael Jordan ou Stephen Curry, mais est-ce que ce robot pourrait venir détrôner les plus grands basketteurs ? Pour l'instant, on en est encore loin, mais ce robot japonais de 1,90 m appelé Kyuchi a tout de même battu 2 joueurs professionnels japonais dans un concours de tir à 3 points à Tokyo. Sachez aussi que pour la première fois depuis 44 ans, l'équipe nationale japonaise de basketball participera aux Jeux Olympiques et pourrait bien avoir besoin de Kyuchi. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci à nos téléspectateurs qui nous suivent sur Canal 2. Bonne soirée à tous et à demain pour un nouveau journal sur BBC Afrique.